Quoi, quand, où, qui, comment, pourquoi, les questions que tu te poses toi. Quoi, quand, où, qui, comment, pourquoi, c'est les questions qu'on se pose là. Bonjour, tu te rappelles de moi? Aujourd'hui, on se retrouve pour repartir sur de bonnes bases. Et pas n'importe lesquelles, car oui, aujourd'hui, petite libellule, on va prendre la base. Celle-ci. Et qu'est-ce qui fait la base de notre société? Celle sur qui tout repose? Non, pas le pied de la chaise. Prends pas tout au pied de la lettre, mais pas le pied de la lettre non plus. Suis un peu la norme. Et oui, aujourd'hui, on parle normalité, normal, pas normal, hors norme ou anormal. C'est toi qui vois, enfin je vais pas te faire tout le champ lexical non. La norme, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va réduire un peu le champ lexical et on va surtout parler de ce qu'on appelle la norme sociale. D'après le lexique de sociologie, la norme sociale, c'est... T'as vu, j'ai investi dans un cahier maintenant. C'est plus ma main, c'est un livre. Enfin, c'est plus un livre. Tu te rappelles? Bon, maintenant c'est un cahier. Rouge, parce que le rouge, c'est la meilleure couleur. Donc, la norme sociale, c'est un principe ou un modèle de conduite propre à un groupe social ou à une société. Et oui, mon petit pote, tu as bien entendu, la norme, c'est toi qui l'as créée. Enfin, le groupe social ou la société auquel tu appartiens. Mais s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de normes. Et la société évolue dans un système de normes, mais chaque société n'a pas les mêmes. On est d'accord, les groupes sociaux, c'est typique à l'homme, comme dirait Aristote. Ok, d'accord, Aristote, il a dit que l'homme est un animal social, mais bon, c'est pareil, c'est pareil. Donc les normes sociales, elles existent depuis que l'homme est homme. Elles ont évolué bien sûr, puisque ce qui était communément admis il y a 3000 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. Prenons l'exemple de la pédophilie. Oui, bon, tu vas voir, c'est un exemple intéressant. Dans la Grèce antique, il était communément admis que l'apprentissage de la sexualité soit fait à des hommes pubères par des hommes plus vieux, avec des exercices pratiques. Oui, à la puberté, c'est ça que ça veut dire, pubère. C'est bon? Tu as compris? Ça s'emboîte. Et un peu plus tard, il va vraiment falloir que je mette une frise moi, hein, parce que ça manque un peu de punch, enfin de punch. J'ai mal lu. Bon ouais, ça s'écrit pareil. Au Moyen-Âge, tu connais bien sûr les mariages royaux, à des âges qu'on qualifierait aujourd'hui d'un petit peu abusés. Oui, un petit peu abusé, dans tous les sens du terme d'ailleurs, un petit peu abusé. Mais bon, ça va, on n'est pas des sauvages, on va quand même attendre que la fille soit réglée, puisque le but c'est qu'elle ait des gosses. Et aujourd'hui, on débat sur l'âge à partir de laquelle on considère qu'il y a consentement. Donc tu vois, ce qui paraissait normal à un moment donné ne l'est pas forcément aujourd'hui. Mais oui, qui à un moment donné a dit que ça marchait comme ça la vie? Bon ok, pas forcément la vie, mais au moins la société. Eh bien c'est lui. Lui. Comment ça lui? Comment ça tu sais pas qui c'est lui? Bah quand même, c'est Émile. Comment ça tu sais pas qui c'est Émile? Bah quand même, fais un effort. Bon ok, j'arrête de t'embêter avec ça. Donc lui, c'est Émile Durkheim, sociologue de la fin du 19e siècle et considéré comme le père de la sociologie moderne. Ça fait classe, non, de dire que t'es le père ou la mère de la truc chose moderne. Enfin, on dit plus le père que la mère. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mères de quelque chose moderne. Bref, tu sais, toutes ces grandes personnes là, comme Freud, Ambroise Paré, Pasteur, sont tous des pères de leur domaine moderne. Ça fait classe, je trouve. Tu fais un boom un soir et tu dis j'invite tous les pères de quelque chose moderne, ben, ça fait du monde. Enfin, beaucoup de morts, mais ça fait du monde quand même. Et du beau monde. Durkheim a surtout beaucoup travaillé sur l'étude de la société de manière générale, a défini ce qu'on appelle un fait social, mais en fait il a surtout travaillé sur le suicide et la religion. Mais il a défini la norme sociale. Donc pour lui, la norme sociale prescrit des comportements conformes à la morale sociale. C'est un fait social extérieur aux individus et qui s'impose à eux, mais l'adhésion à la norme se fait aussi de manière volontaire. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que je viens de dire? Tu as retenu un mot que tu ne connais pas encore, la morale, mais on y reviendra. Mais surtout, ce que tu as retenu, que ce que j'ai un peu dit au début, eh ben, c'était un petit peu pas complètement vrai. J'ai un petit peu fait des raccourcis. Donc on est bien d'accord que la norme, c'est pas vraiment toi qui la crée, tu te conformes à la norme de la société dans laquelle tu vis, puisque c'est celle que t'inculque. Mais Durkheim a bien dit que l'adhésion à la norme se faisait de manière volontaire, c'est-à-dire que si tu as un minimum de réflexion, tu décides d'adhérer ou pas à cette norme si elle est conforme à tes principes à toi.
Où? Partout tu m'en poses des questions, quoi. Bon, d'accord, on est là pour ça, mais bon, quand même. Donc oui, partout il y a des normes. Toutes les normes sont différentes selon les cultures et les sociétés, mais à partir du moment où il y a un groupe social, il y a une norme. Même certains grands principes que toi tu penses ancrés apparaissent comme d'autres complètement insensés. Prenons comme exemple le cannibalisme. Et tu vois, on a des exemples sympas dans cette vidéo, on parle de choses hyper sympatoches. Mais bon, ne parlons pas forcément de cannibalisme, parlons anthropophagie. Donc anthropophagie, le fait de manger des gens. Morts ou pas, ça dépend comment tu préfères la viande. Cuite ou crue, c'est comme tu le sens. Bon, on est bien d'accord, l'anthropophagie, c'est pas bien. Enfin, en tout cas, nous, dans notre société, on n'aime pas trop ça. Je te vois derrière ton écran avec ton petit air dégoûté à l'idée de manger des gens morts. On est bien d'accord qu'en Occident, c'est depuis longtemps intolérable, mais quand on a commencé à vouloir tenter de conquérir le monde, comme Cortex, et bien on a découvert qu'il y a des trucs qui nous plaisaient moyen à ce niveau-là, et on a dit que ces gens-là, c'était des barbares assoiffés de sang, sans chercher à comprendre plus loin. Comment on intègre ces normes et comment elles sont communément admises. Ok, il m'a dit, on a dit des choses diverses, ce monsieur. Donc la norme sociale prescrit des comportements conformes à la morale sociale. Si tu te rappelles, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Et la morale, donc, qu'est-ce que c'est? On en vient à notre morale. Donc la morale, qu'est-ce qu'il est pratique ce bouquin, dis donc? Donc la morale, c'est un ensemble d'idées qui, au sein d'une société, justifie ce qui est permis, prescrit ou interdit. La morale est donc fondée sur des valeurs, elle est sous-jacente aux normes juridiques et aux normes sociales. Donc la morale, c'est ce qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Et les normes sociales, mais aussi juridiques, sont basées là-dessus. Donc je te vois, on tourne un petit peu en rond, puisque la morale nous dit qu'elle est basée sur les normes, et Durkheim nous dit que les normes sont conformes à la morale. Oui, bon oui, c'est vrai, effectivement. On est avec un Ouroboros un serpent qui se mord la queue, mais bon. Tu comprends qu'en fait, normes et morale, c'est les copies. Notre morale, dans quasiment toutes les sociétés, est pas mal retranscrit par les religions. Quasiment toutes les cultures ont une religion et un chef spirituel qui regroupe les principes moraux et les transmet. Et c'est ça qui tient sur le long terme, puisque les principes religieux, c'est quand même principalement ce qu'on arrivait à transmettre, sachant que nous, en tout cas dans notre culture occidentale, c'était la majorité du temps la seule chose écrite. La religion et les principes moraux de la religion. Et même si aujourd'hui la religion a moins de poids dans notre société et que morale et religion ont été séparées en même temps que l'Église et l'État, la majorité de nos principes moraux reposent sur des principes religieux. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mangeras pas la femme de ton voisin, tout ça, tout ça. Et par exemple, reprenons notre petit exemple sympatoche de l'anthropophagie, et oui, tu croyais que c'était l'autre, mais non, on reprend l'anthropophagie. Dans certaines cultures, l'anthropophagie était liée donc à certains rituels religieux, mais bon, dans le catholicisme, on a bien Jésus qui nous dit buvez c'est mon sang, mangez c'est mon corps. Nos normes résultent de cette morale, mais également de la loi de la société dans laquelle normes et droits sont aussi étroitement liés. Et souvent, ça marche dans les deux sens. Certaines lois sont créées par la norme et viennent approuver celle-ci. Par exemple, le droit de vote des femmes, l'abolition de la peine de mort ou encore le mariage homosexuel, qui sont donc des lois qui sont entrées en vigueur alors que c'était déjà des principes communément admis par la société. En revanche, il se peut aussi que ce soit la loi qui vienne créer une norme. Par exemple, la légalisation de l'IVG qui, lorsque la loi est passée, on était un petit peu moyen emballé. Ou encore la discrimination positive qui vient pour permettre justement l'intégration de certaines personnes dans la norme. Les normes sont intégrées dans ton petit cerveau dès le plus jeune âge par ce qu'on appelle la socialisation, où on t'apprend ce qui est bien, ce qui est pas bien, comment te comporter, sinon tu es puni ou exclu. Car oui, si ce que tu fais n'est pas conforme à la norme du groupe social dans lequel tu es, en gros la cour de récré, et ben les copains ils veulent pas jouer avec toi. Ne pas être conforme à la norme, c'est se risquer à l'exclusion ou à la prison. Ça dépend quelle norme sociale tu as enfreint. Bah oui, pourquoi la norme si c'est pour être exclu si tu rentres pas dedans? Eh bien, après tout ce que je viens de raconter, tu te rends bien compte que s'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de société. Le vivre ensemble, c'est aussi adhérer à un certain nombre de règles qui permettent de vivre en harmonie. De vivre ensemble, comme son nom l'indique.
Si tu peux attaquer ton voisin à chaque fois qu'il dit un mot de travers, ou si toi tu risques de te faire bouffer le pied parce que tu as marché dans le jardin de ton voisin, eh ben tu te doutes bien que t'as plus envie de sortir de chez toi. Et donc tu meurs seul, sans amis et seul. Donc pour que tu vives dans une société où tu te sens en sécurité et surtout où tu peux rester vivant, eh ben il faut instaurer des normes et des règles. Et là on parle principalement des grands principes moraux. D'accord? Point, tout ça, tu t'en rappelles, c'est bon? Ok. Mais bon voilà. Il y a un hic. Maître, il y a un ou deux nota bene, deux ou trois quiproquos. On n'est pas tous pareils et surtout on n'adhère pas tous de la même manière à la norme. Et s'il y a norme, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette norme. Rien que d'un point de vue du champ lexical, il y a des trucs que toi, en tant qu'individu, tu vas considérer comme étant normal ou pas normal. Et si je fais un petit sondage entre toi, tes amis, ta famille, ton voisin, n'importe qui, connaissance, et que je vous montre des choses et je vous demande si c'est normal ou pas normal, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes réponses. Mais ça n'empêche pas qu'avec cette personne, eh ben, tu seras en bisbille. J'aime bien employer des mots qui n'existent plus. C'est pas pour autant que tu ne pourras pas vivre ou être ami avec cette personne. Et là, je te parle de petits, je ne te parle pas de des grands principes moraux, je te parle des petites normalités, tu vois, comme la couleur des cheveux, les tatouages, les piercings, des petites choses comme ça. Pour continuer sur le champ lexical, prenons deux mots qu'on utilise pour définir des gens qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas normales. Donc on va parler de hors norme et de anorme. Donc les personnes hors norme, ce sont des personnes qui sont donc en dehors de la norme, comme son nom l'indique, hors norme. Mais souvent dans un sens positif. C'est-à-dire qu'une personne hors norme, on va considérer qu'elle est au-dessus de la norme. On parlera d'une personne hors norme pour un sportif qui a battu plusieurs fois des records, pour un artiste, pour un génie, des personnes comme ça. Et là, c'est dans un sens positif. Elles sont hors norme, mais c'est cool. Et à l'inverse, on a le mot anormal. Donc anormal, sachant que le A devant normal veut dire absence. On l'utilise quand on met un A devant un mot, souvent ça veut dire l'absence. Amoral, aphasique, apolitique, etc., etc. Donc anormal, c'est quelqu'un qui n'a pas de normes, qui est absent, qui est absous. Je t'absous de toute norme. Tu erres comme ça dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, tu erres dans la vallée dénuée de toute norme. Tu es libéré de toute norme. Voilà, anormal, tu es libéré, tu es libre de toute norme. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les normes sociales au quotidien. On va pas parler des grands principes moraux, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et donc ce que j'aimerais que tu fasses, petite libellule, c'est que tu réfléchisses à la prochaine fois que tu emploieras le mot normal ou que tu diras de quelqu'un qui n'est pas normal, que tu réfléchisses et que tu me dises pourquoi que tu te dises, parce que je ne serai pas là, tu te dises pourquoi tu as pensé à ce moment-là que cette personne n'était pas normale et quel principe moral à toi elle a heurté. Et si cette personne mérite d'être exclue parce qu'elle n'entre pas dans ta norme à toi en fait, ou dans une norme de manière générale. Parce que la norme c'est aussi la majorité. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la norme, c'était ou c'est l'homme blanc, valide, cis, hétéro. Te parle cette personne? Alors oui, on bouge un peu quand même, hein. Tu vas me dire « Oui, ça va, c'est un petit peu réducteur ». Et tu auras un petit peu raison. Mais en même temps, réfléchis. On est là pour ça. Si tu ne valides pas toutes ces petites cases que je viens de dire, est-ce que tu ne te sens pas un petit peu discriminé ou est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est un peu obligé de réfléchir pour penser à toi? Tout est construit, élaboré pour ces fameux hommes blancs valides cis hétéros. Si tu n'entres pas dans tes cases, eh ben, il faut réfléchir pour t'intégrer dans cette construction, cette élaboration. Par exemple, les constructions de maisons, on est obligé d'intégrer ce qu'on a appelé des normes aussi pour qu'elles soient adaptées aux personnes en situation de handicap. Ou l'espace public est principalement pensé pour les hommes et pas forcément pour les femmes. Pissotière à fleurs ou l'allaitement en public. Un exemple pour que tu comprennes bien le principe.
de la norme et quand tu n'y es pas. Prenons une expression que tu connais forcément. Non, c'est pas un vieux truc que je sors de mon chapeau de grand-mère comme Bisbee. Prenons cette expression qui est donc au pays des aveugles, le borgne est roi. Tu la connais cette expression? Non, mais si tu la connais, me dis pas que je suis aussi vieille que ça quand même, un petit peu démodée. Donc au pays des aveugles, le borgne est roi. Eh ben, pas si sûr mon petit pote, parce que cette expression a forcément été inventée par quelqu'un qui avait 2 yeux, enfin qui savait, qui pouvait les utiliser du coup. Parce que les aveugles ont quand même des yeux. Mais par une personne voyante, qui n'a pas réfléchi à aller plus loin dans son expression. Parce que si on réfléchit 2 minutes, au pays des aveugles, c'est quoi la norme? Eh ben oui, c'est d'être aveugle. Mais tu l'avais celle-là, enfin j'espère. Si la norme, c'est d'être aveugle au pays des aveugles, eh ben tu te doutes bien que tout a été conçu, élaboré, créé pour répondre à des besoins que tu as en tant que personne aveugle. Et donc que leur monde à eux, enfin le monde des aveugles, n'est pas conçu comme notre monde à nous, personnes qui voyons. Que par exemple, j'extrapole un petit peu, tu vois, que par exemple, tout est fait pour principalement utiliser des sollicitations auditives et pas visuelles, que la lecture et l'écriture ne fonctionnent pas comme notre lecture et écriture à nous, Monsieur Braille, salut, qu'on n'est pas sur les mêmes sollicitations tactiles, etc. Et donc tu te doutes bien que le borgne là-dedans, eh ben, il n'est pas plus avantagé que ça en fait, parce que son œil qui voit, bah, il lui sert pas à grand chose puisque tout est conçu pour les aveugles. Donc toi tu vois, ben ça te sert à rien en fait, donc t'es pas un roi pour autant. Et au contraire, est-ce que du coup, avoir un œil qui voit, ça ne devient pas un handicap dans ce monde qui n'est créé que pour les personnes aveugles? Est-ce que toi du coup, en tant que personne borgne, tu n'es pas surstimulé par tes visions alors qu'il n'y a rien qui est prévu pour toi? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, il n'y a aucune sollicitation visuelle, c'est même peut-être un petit peu agressif, vu que les personnes aveugles ne perçoivent pas les couleurs, donc ça veut dire que tout ce qui a été créé, ils n'ont pas tenu compte de la couleur, donc ça se trouve c'est très bariolé. Donc, eh ben toi, avec ton petit œil qui voit, eh ben t'es bien dans le caca, parce qu'il ne te sert à rien. Tu ferais mieux de te le crever direct, comme ça tu seras au même niveau que les autres. D'ailleurs, le handicap, on en reparlera dans une autre vidéo, et tu verras que le handicap, c'est aussi une histoire de normes. C'est un petit peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la norme, c'est la base. Cependant, chacun a besoin de se retrouver dans une norme, ce qui peut expliquer les mouvements de marginalisation. Par exemple, les mouvements homosexuels qui ont permis de faire reconnaître l'homosexualité comme une orientation sexuelle et non plus comme une déviance. Au passage, la déviance, c'est un terme sociologique qui veut exactement dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'une personne déviante, c'est une personne qui enfreint, qui transgresse les normes sociales. Le fait de vouloir être reconnu dans une norme explique aussi la multitude de définitions et de mots qui apparaissent aujourd'hui pour définir des comportements ou des orientations sexuelles. Car la norme aujourd'hui reste l'hétérosexualité, mais de nombreuses personnes ne se reconnaissent pas forcément dans ce schéma et dans tout ce qu'on intègre autour de l'hétérosexualité, et cherchent justement donc une définition et cherchent à être reconnus et à intégrer un groupe social qui correspond plus à leur comportement à eux. Mais pourquoi c'est important de se définir? Pourquoi? Parce qu'au fond, en fait, on s'en fiche un peu de ton orientation et de ton comportement sexuel, tu fais un petit peu ce que tu veux de ta vie. Et bien encore une fois, parce qu'être intégré dans un groupe social, c'est être reconnu par la société et éviter l'exclusion ou éviter que notre comportement soit reconnu comme un comportement déviant. Et être accepté et reconnu dans la société dans laquelle tu vis, c'est aussi permettre la société, te prenne en considération et t'inclut après dans ce qu'elle va mettre en place plus tard. Par exemple, l'homosexualité, on va rester là-dessus, l'homosexualité a été retirée du registre des maladies mentales en 1990. Mais oui, 1990. Non, je ne me suis pas trompée. 2 9 et 1 0. Oui, moi j'étais déjà née en 1990. Alors qu'il y en a toujours eu de l'homosexualité, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, hein. Mais pendant très longtemps, tu vois bien que jusqu'en 1990, ça a été reconnu comme un comportement déviant. Il a fallu la création d'un groupe social, des militants, des communautés,
pour que la société se dise un jour que oui, bon, ça va, c'est pas non plus complètement délirant comme idée, d'accord, j'accepte, c'est bon, je prends. Voilà, Valou. J'espère qu'après ça, tu réfléchiras à la prochaine fois que tu emploieras le mot normal et que tu ouvriras ton troisième œil. Si, celui-là, là, tu te rappelles, celui-là, là, celui de la réflexion, du recul, de l'empathie, tout ça, et que tu regarderas au-delà de ce que tu vois, comme dirait un vieux singe. À la prochaine!